Bonjour et bienvenue à Essaouira où s'est tenu le forum sur les diasporas africaines, leur mobilité et leurs multiples conséquences. Terre de migration mais également terre d'accueil. Les flux migratoires sur le continent sont à l'origine de ce que certains appellent le cosmopolitisme africain, une mutation qui ne se fait pas sans heurts. Quels sont les contours de cette nouvelle Afrique qui se construit très souvent à l'insu des politiques mais sous la pression de la société civile? Ousmane Koma, bonjour. Bonjour madame. Diaspora africaine, racines, mobilité, ancrage, mais de quelles racines parle-t-on? Très belle question. Des racines à la fois profondes et multiformes. Vous savez, il y a cette image en Afrique du baobab qui est l'arbre à palabres par excellence, l'arbre majestueux. Et nous avons un premier président qui reprenait souvent cette anecdote très ancrée dans nos traditions africaines, que le baobab ne déploie son beau feuillage qu'en plongeant en profondeur ses racines. Enracinement et ouverture, civilisation de l'universel. Un autre grand penseur africain, Cheikh Anta Diop, vous dira que dans l'unité culturelle de l'Afrique, dans Nation nègre et culture, que ces racines-là, on les trouve en général autour du bassin du Nil, et à partir de là, ça a irradier le monde entier. Donc ce sont des racines à la fois très profondes, multiformes, mais l'Afrique étant le berceau de l'humanité, donc le berceau de la civilisation, nous devons être très à l'aise face à cet universalisme. Alors, la culture est rarement prise en compte comme facteur de développement dans les politiques publiques. Comment vous expliquez cela ? Mais l'économie est devenue éminemment marchande et l'économie a dominé la politique. Or, l'économie avec la culture ne se conjugue pas très bien. On est dans des chiffres, on est dans des statistiques, alors même que, comme vous le dites si bien, le principal facteur de développement, c'est d'abord l'humain. Et l'humain avec sa culture multiple, son éducation, sa perspective, la façon dont l'individu appréhende les enjeux du monde. Et tant qu'on ne remettra pas l'humain dans sa dimension culturelle au cœur du système, bien évidemment, les seuls chiffres et les seules statistiques ne suffiront jamais à produire du développement. Alors, la notion d'universalité exclut très souvent l'Afrique, comme si le continent n'avait pas contribué à cette civilisation de l'universel dont parlait Senghor. Je présume que c'est une thèse que vous récusez. Oui, mais qui exclut l'Afrique? Les autres excluent l'Afrique ou l'Afrique s'auto-exclut? Il y a un peu des deux. Un peu des deux, mais nous n'avons pas à attendre, nous autres Africains, que nous soyons exclus de ce dont nous sommes les originaires, berceau de l'humanité et donc de la civilisation. Et donc à partir du moment où les choses deviennent universelles, c'est parti de chez nous, ça doit revenir à nous et nous devons y participer. La grande question est de savoir comment se fait-il que les Africains deviennent des réceptacles de recettes conçues ailleurs sans même faire de la prospective et participer à cela. Donc il y a des deux. Un phénomène d'exclusion dont nous sommes les victimes, par moments peut-être des victimes consentantes parce que nous n'avons pas à attendre que les autres fassent pour nous ce que nous devons et savons faire mieux qu'eux, parce qu'il s'agit de nous-mêmes. Alors, les migrations africaines s'inscrivent toujours dans le sens sud-nord, pourtant les migrations inter-africaines sont importantes et ont même des incidences sur le plan social et économique. Et très souvent, le dénominateur commun qu'on retrouve pour ces deux migrations, c'est toujours l'objectif de vivre mieux ailleurs. Complètement. Les frontières ne suffiront jamais à bloquer l'aspiration de l'humain au bonheur qui passe par la dimension matérielle et économique. Et donc l'immigration peut être économique, culturelle, politique pour plusieurs raisons. Mais nuancez peut-être le début de votre propos, l'immigration qui se ferait toujours du sud vers le nord. Si vous Elle est plus visible. Plus visible, plus stigmatisé peut-être, parce que visant une catégorie de population. Il y a un type d'immigration sud-nord qui ne dérange personne. Brand fuite des cerveaux, nos grands intellectuels qui sont dans des universités américaines, françaises, nos grands médecins, nos grands ingénieurs ne dérangent personne. Ce sont peut-être les ouvriers, les concierges, les vigiles, les agents de sécurité. C'est l'immigration des pauvres qui dérange. Vous l'avez dit. Mais je voulais nuancer un propos, c'est qu'il y a aussi un autre type d'immigration du nord vers le sud. Vous allez dans un pays comme le Sénégal, le mien, combien d'organismes internationaux avez-vous? Combien d'expatriés qui ont 5 fois plus le salaire qu'ils auraient eu en France ou dans leur pays d'origine, etc. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'immigration là? Non, c'est-à-dire que personne n'en fait état. Heureusement, parce que c'est un cosmopolitisme. Et donc,
on n'en fait pas état, on ne devrait pas trop faire état de cette immigration du sud vers le nord. Le thème du forum était magnifique, c'était diaspora, racines, mobilité et ancrage. Ces mobilités-là ont été voulues au départ pour reconstruire l'Europe. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut aussi assumer certaines choses. Vous ne pouvez pas assigner à résidence une catégorie de la planète et vous donner comme terre d'élection les gens du Nord, l'humanité tout entière. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un échange, c'est l'interculturalité, c'est la mobilité, ce sont des racines et des ancrages, des identités multiples qui nous nourrissent et qu'on arrête de stigmatiser une immigration sur une autre. Et alors là où ça devient éminemment grave, c'est lorsqu'au sein même d'un même continent, ces types de migration-là posent problème. Le panafricanisme est là, l'Union africaine est là, les communautés sous-régionales comme la CEDEAO, libre circulation des biens, etc. Et nous avons une unité culturelle fondamentale, ce qui nous unit l'emporte de loin sur ce qui nous divise, mais ça rejoint ce que vous disiez, remettre la culture au cœur des choses pour une sorte d'éducation, pour se réapproprier son histoire, qui est aussi l'histoire de l'humanité, et envisager les choses de façon tout à fait décomplexée et d'égal à égal. On a bien vu, Ousmane Koma, tous les heurts provoqués par cette migration interafricaine. On ne peut pas le nier, mais quand vous avez des situations économiques comme cela, où le sous-développement persiste, des situations politiques où il y a l'instabilité, la porosité des frontières des États déliquescents, nécessairement, vous avez un terreau très fragile et on va jouer de différences qu'on exacerbe. On utilise ce terme d'ethnie pour nous Africains, alors qu'ailleurs, le même phénomène n'est pas utilisé de la même manière. Non, il y a une politisation de certains micro-phénomènes qui est la faillite des politiques et ce sont des problèmes, franchement, qui ne sont pas insolubles pour peu que nous nous penchions un peu sur nos héritages, l'unité africaine, le panafricanisme, le régionalisme, pour affronter le monde, parce que ce sont les pays continents qui dominent le monde, des chevauchées solitaires pour un échec collectif si nous continuons à réfléchir comme ça à partir de nos frontières étriquées. En matière de mobilité, la société civile a-t-elle toujours des longueurs d'avance sur la classe politique? Nécessairement, parce que moins tributaire de contingences politiques, économiques et de petits calculs des tactiques. La société civile a une longueur d'avance et si vraiment on doit faire des avancées, c'est la société civile qui peut tirer les choses vers le haut parce qu'elle connecte le sommet à la base. Elle n'est pas déconnectée des réalités, elle n'est pas tributaire d'élections, elle ne cherche pas à plaire à qui que ce soit, elle pose les problèmes, réfléchit. Et aujourd'hui, que ce soit la diaspora où les Africains qui sont encore restés sur le continent ont suffisamment d'outils, d'instruments, connaissent les enjeux du monde pour obliger les politiques à tirer la société vers le haut. Alors l'ancrage, ou plutôt les ancrages, pose la question du statut et du rôle de ces diasporas dans les pays d'accueil. Un rôle qui est souvent invisible. Et qui est pourtant fondamental. On parlait de l'économie qui gouverne le monde. Les chiffres montrent la contribution de cette diaspora financièrement, mais même culturellement. Cette influence-là que vous avez en sillonnant le monde, cette façon de voir les choses, on vous renvoie systématiquement vos origines, votre identité, et vous finissez même par vous l'approprier plus que si vous ne vous étiez pas expatrié. Et l'idée de faire de cette diaspora une région d'Afrique, non pas au sens géographique, mais vraiment une partie prenante, que ce soit la diaspora ancienne américaine et la diaspora récente, qui ne demande qu'à contribuer, mais alors à la condition de ne pas trop le politiser, des officines, des organismes, des définitions très étriquées de ce que peut être la contribution de cette diaspora. Non, la diaspora est partie intégrante de l'Afrique, c'est une richesse, c'est l'histoire même de l'Afrique, que ce soit la diaspora des Africains américains, la diaspora des Africains vivant en France, etc. Une contribution essentielle qui ne doit pas se limiter uniquement au niveau économique, mais cette diaspora doit prendre toute sa place au niveau politique, culturel et au niveau de l'éducation. Les identités, Ousmane Koma, sont-elles aujourd'hui plurielles pour justement ce monde en pleine mutation? Nécessairement, on a envie de dire l'un est le multiple. Vous prenez un individu donné, nécessairement, quand il regarde ce qui fait sa conscience, sa psychologie, il y a une superposition d'identités. Ce qui serait grave, c'est qu'une identité vienne écraser l'autre, surtout quand on est expatrié ou quand on a voyagé. Plus on a de ressorts comme ça, plus on a d'identité, c'est source de richesse et peut-être de tolérance parce qu'on comprend mieux l'autre, on peut accepter l'autre, soi-même. On est un autre, mais accepter l'autre comme soi-même. Et c'est ça peut-être qui fera le cosmopolitisme et le panafricanisme. Hélas, ce n'est pas ce qu'on perçoit dans les pays européens, vis-à-vis de cette minorité visible, comme on appelle.
La situation est très contrastée, ça dépend des pays. Deux modèles, le modèle anglo-saxon qui prône le communautarisme, le modèle français, l'égalitarisme. Vous prenez le communautarisme qui signifie que nous devons respecter la même loi, bien évidemment, mais nous avons des identités multiples et sur certaines choses, nous devons respecter les identités des autres. Ça produit quoi? Un maire de Londres musulman sans que ça ne choque personne, un président américain noir sans que ça ne choque personne. Le modèle de l'égalitarisme républicain à la française, nous sommes tous égaux, nous ne voulons pas des ghettos, nous devons vivre de la même manière, mais sauf que des ghettos ils sont. Mais par hypocrisie, on dit on ne les a pas voulu. Vous avez une secrétaire d'État qui est noire, ça fait la une des journaux. Vous avez deux ministres, une d'origine maghrébine, une autre antillaise, ce sont celles qu'on critique le plus souvent et à propos desquelles on entend des mots qu'on n'aurait pas entendus ailleurs. Donc la situation est très contrastée. Selon qu'on est dans le communautarisme ou l'égalitarisme, l'essentiel est d'accepter l'autre et de prendre conscience de ce que l'Europe, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le monde a des identités multiples. Et cette conception très figée, j'allais presque dire raciale, ethnique, sociale, doit peut-être évoluer. Mais il suffit de regarder la carte scolaire en France pour voir qu'on en est très loin. Alors, si la question des diasporas africaines est d'une actualité brûlante, aujourd'hui, on le constate, elle revient au devant de la scène dans tous les forums, elle pose tout de même le statut de cette diaspora par rapport à leur pays d'origine. Et ça pose la question de la binationalité ou de la double nationalité qui n'est pas prise en compte dans de nombreux pays africains aujourd'hui. Et pour quelles raisons? Question fondamentale et qu'on ne devrait pas régler au cas par cas. C'est au sein de l'Union africaine, c'est au sein des organisations sous-régionales qu'ils doivent prendre conscience de ce que c'est une richesse d'avoir des binationaux. Bien évidemment, chaque État est souverain et pose sa législation, mais si vous avez votre ressortissant qui s'expatrie, qui contribue économiquement plus même souvent que ceux qui sont restés et lui refuser cette binationalité, c'est une façon de vous amputer de vos enfants qui contribuent le plus et qui peuvent apporter de la richesse. Et la politisation à outrance de ces questions pose véritablement un problème. Il faut une réflexion très profonde, politique, juridique, pour élargir le champ, pour qu'il s'inspire des pays qui pratiquent la binationalité et voir que l'Afrique n'a que des avantages par rapport à ça et aucun inconvénient. L'inconvénient, ce serait peut-être qu'un binational veuille briguer des mandats, etc. Mais dans ce cas, il faut le dire clairement parce que ce n'est pas la majorité des expatriés. Et honnêtement, refuser à un Africain la binationalité, c'est une question qui heurte le bon sens. Ousmane Koma, merci. Merci, madame.